Très bien. Alors, bienvenue à cette séance de révision. Euh, J'espère que vous avez préparé vos questions. Donc, on va commencer. Pour les personnes qui ont des questions, prière de les écrire, pour qu'on puisse y répondre. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais demander à votre représentant pour préparer cette séance de révision, de préparer des questions. Euh, alors, je ne sais pas, euh, parmi les étudiants qui ont eu des soucis, qui m'ont envoyé des mails, je leur ai répondu et je préfère que les autres aussi posent des questions, qu'on puisse y aller. S'il y a un QCM qui pose problème, vous pouvez le mettre sur la discussion et on peut en parler. Alors, il y a une question de Nour qui dit quel est le défaut de méthylation de l'empreinte parentale dans le syndrome de Prader-Willi? Alors, qui peut expliquer ce que c'est que l'empreinte parentale? Tout à fait, non. L'empreinte parentale, c'est un phénomène physiologique qui intéresse un certain nombre de gènes dans l'organisme humain et qui fait qu'il y a expression uniquement soit des gènes paternels, soit des gènes maternels. Donc les gènes sont réprimés. Alors comment on réprime un gène mort? Très bien, c'est par méthylation. Donc un gène qui va être réprimé va être méthylé. Alors supposons que le gène de papa qui doit être réprimé, donc il va être méthylé. S'il y a un problème de méthylation, est-ce que ce gène-là va être réprimé? Donc, du coup, un défaut de méthylation va empêcher la réalisation de l'empreinte parentale et c'est ça qui va causer le syndrome de Prader-Willi. Il n'y a pas de problème, non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans ce cas, dans le syndrome de Prader-Willi, c'est un défaut de méthylation des gènes maternels.
puisque c'est les gènes paternels qui doivent participer et assurer le fonctionnement. Alors, qui peut expliquer la transmission dans le syndrome de l'X fragile? Je reviens vers toi, Ahmed. Qui peut expliquer le mode de transmission dans le X fragile? Bria, on avait travaillé ça au cours du cours magistral. Là, je ne reprends pas dans cette révision le cours magistral. Dans cette révision-là, c'est des questions précises auxquelles je vais répondre. Je ne reprends pas, je ne peux pas reprendre le cours d'IA. Si tu as une question précise, tu la poses. Alors, qui peut reprendre la transmission dans le syndrome de l'X fragile? Tout à fait non, c'est exactement ça. C'est que la prémutation, elle peut être transmise soit par le père, soit par la mère, sauf que lorsque c'est le père qui transmet, en général, il n'y a pas une augmentation importante de nombre de répétitions. Par contre, lorsque c'est la maman qui transmet, le nombre de répétitions va augmenter parce qu'il y a le biais de la participation maternelle et c'est le phénomène d'empreinte parentale aussi dans les X fragiles. Il n'y a pas de problème. Alors, je reviens sur la question de Ahmed. Alors, je ne sais pas s'il est connecté ou pas, parce que je vois qu'il s'est déconnecté. Ahmed, est-ce que tu es là? Très bien. Alors, Ahmed pose la question, quel est le lien entre un marqueur chromosomique surnuméraire et la disomie uniparentale? Alors, on va définir chacun des deux. Alors, c'est quoi un marqueur chromosomique surnuméraire? Tout à fait, Khawla, c'est un chromosome additionnel, c'est du matériel génétique additionnel dont l'origine n'est pas connue par les techniques cytogénétiques standards. Et en fait, il doit être de taille inférieure, voilà, très bien Ahmed, il doit être de taille inférieure au chromosome 20. Maintenant, comment on peut définir une disomie uniparentale? Exactement, c'est que les deux chromosomes sont, ou deux régions chromosomiques sont de la même origine parentale. Est-ce que ça va poser problème, Ahmed? Quand est-ce que ça va poser problème?
exactement, tout à fait Noël. C'est au moment où il y a l'empreinte parentale. Parce qu'en fait, dans les autres gènes, qu'elle soit la copie maternelle ou la copie paternelle, on s'en fout. Parce que, en fait, l'essentiel, c'est que chacun des allèles va participer à raison de 50% dans la production protéine. Donc, on s'en fout qu'ils soient tous les deux de papa ou tous les deux de maman. L'essentiel, c'est que on doit avoir une quantité qui est égale à 100%, qu'elle provienne du chromosome paternel, du chromosome maternel ou des deux. Maintenant, dans les gènes qui sont soumis à l'empreinte, vous savez qu'il y a les deux copies maternelles et paternelles et uniquement une copie des deux doit fonctionner. Alors, supposons dans une région donnée, c'est que les parents, c'est que des deux allèles, c'est l'allèle paternel qui doit fonctionner et l'allèle maternel, il est éteint. Donc, l'allèle paternel, il doit fonctionner. Supposons qu'on a une disomie uniparentale maternelle. C'est comme si on n'avait pas de gènes et donc il y aura zéro protéines, donc pas de production protéique. Donc quand il s'agit d'un chromosome surnuméraire, il faut déterminer son origine. Pourquoi? Pour savoir est-ce que cette région surnuméraire, est-ce que ce chromosome surnuméraire n'est pas issu d'une région qui est soumise à l'empreinte. Parce que dans ce cas-là, le conseil génétique va être complètement différent. Est-ce que tu as compris, Ahmed? D'où l'intérêt de connaître exactement le contenu de ce chromosome surnuméraire. Et puis, on sait déjà quels sont les gènes qui sont soumis à l'empreinte. Maintenant, si c'est un gène qui est soumis à l'empreinte, le conseil génétique va être complètement différent, avec le risque de récurrence qui va être complètement différent. Et d'ailleurs, si vous revenez par exemple sur le syndrome de Prader-Willi ou le syndrome d'Angelman, vous avez vu que les risques de récurrence, vous avez vu que les risques de récurrence varient en fonction du mécanisme qui est impliqué. Dans un marqueur chromosomique surnuméraire, le risque de récurrence, il est différent si c'est une région qui a été soumise à l'empreinte. C'est par rapport au risque de récurrence, Ahmed. Si par exemple, je dirais n'importe quoi, si le risque de récurrence il est de 25% ou de 50% lorsqu'il s'agit d'une région qui n'est pas soumise à l'empreinte, ce risque va peut-être augmenter ou diminuer lorsqu'il s'agit d'une région qui est soumise à l'empreinte. Donc d'abord, quand on a un marqueur surnuméraire, il faut s'assurer que son contenu n'est pas soumis à l'empreinte parce que le calcul de risque de récurrence, il sera modifié. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Ahmed? Alors, je reviens à la question de Dia qui a des soucis pour l'interprétation des arbres généalogiques. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait rappeler quelles sont les règles d'interprétation si on a un arbre généalogique? Très bien, donc il y a un certain nombre de règles à respecter. Alors, Dia, je ne sais pas si tu es là ou pas. Alors,
il faut savoir s'il y a les deux sexes sont atteints pour savoir est-ce que c'est autosomique ou lié au sexe, si il y a un saut de génération ou pas, donc pour savoir si c'est la transmission verticale ou horizontale, quel est le sexe du parent transmetteur, ça aussi c'est important pour savoir parfois la différence entre le dominant lié à l'X et l'autosomique dominant. Donc là, le sexe du parent transmetteur, il est important. Donc ça, c'est essentiellement les trois règles à respecter. Est-ce qu'il y a plus d'hommes atteints que de femmes? Et dans ce cas, s'il n'y a que les hommes qui sont atteints, on est plutôt dans l'X. Et là, il faut déterminer les conductrices potentielles des conductrices obligatoires. Mais c'est essentiellement les trois règles qu'il faut respecter. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, c'est une bonne question qui est posée par Ahmed. Est-ce que dans le syndrome de Turner, les signes cliniques observés sont dus à l'absence de l'inactivation de l'X qui se réalise physiologiquement? Alors, qui peut répondre à cette question? Tout à fait non, c'est exactement ça, parce qu'en fait, pour que le phénomène d'inactivation se fasse correctement, il faut qu'il y ait au moins deux chromosomes X. Le centre d'inactivation qui va initier ce phénomène doit d'abord faire le comptage. Et donc, quand il fait le comptage, il doit y avoir minimum deux pour que le phénomène d'inactivation se fasse. Il faut savoir, Ahmed, que l'inactivation de l'X est un processus qui est beaucoup plus complexe que j'ai essayé de simplifier. Il y a des choses que je n'ai pas citées parce que c'est un peu plus délicat à votre niveau. Donc, du coup, il y a certaines gènes qui vont être inactivées, d'autres non. Et en fait, c'est ça qui peut causer les signes cliniques qu'on a déjà vus ensemble. Et d'ailleurs, on a la même chose lorsque on a, par exemple, un isochromosome XQ ou XP, parce que, comme vous l'avez vu, soit que l'un des centres existe ou l'autre dans l'antisens n'est pas là et ne sera pas fonctionnel. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Ahmed pose la question, lors de la formation des gamètes d'un individu porteur sain d'une translocation 21-21, quel type de gamètes il va produire?
Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Alors, Mariam, est-ce que tu peux expliquer quels sont les deux types de gamètes qu'il va donner? Alors, une personne qui a la translocation 21-21, comment ça se fait qu'il a fait cette translocation? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus par lequel une translocation robertsonienne se fait? Tout à fait, Ahmed. Pour qu'une translocation robertsonienne se fasse, les chromosomes acrocentriques se cassent au niveau des bras courts, juste au-dessus du centromère. Les bras courts sont perdus et les deux chromosomes fusionnent par leur centromère. Et donc, on se retrouve avec un seul chromosome qui est composé de deux bras longs des chromosomes acrocentriques. Alors, une personne qui a la translocation 21-21, au numéro 21, elle a un seul chromosome 21. Au cours de la division méiotique, quel type de gamète il va produire? Tout à fait, Ahmed. Il va produire un seul type de gamète, voilà, avec uniquement les deux bras longs. L'autre gamète, elle est vide, donc c'est une gamète qui est nullisomique 21. Mais en fait, il ne va pas produire de gamète nullisomique 21 parce que si vous reprenez la division réductionnelle, une 21 qui constitue, et l'autre cellule sans chromosome 21. Cette cellule qui est sans chromosome 21, elle aura tendance à être détruite, elle ne sera pas viable. Donc, dans la deuxième division équationnelle, les deux chromatides sœurs vont se séparer et donc il va donner à la fin de la méiose que les gamètes contenant un seul chromosome 21, mais en réalité, il est constitué par deux bras longs. Et donc, il ne va malheureusement donner que des enfants trisomiques 21. Tout à fait, Ahmed. C'est le seul type de gamète qu'il va donner. C'est les gamètes avec un chromosome 21 constitué de deux bras longs. Une partenaire va apporter sa gamète qui est normale. Il y aura de la trisomie 21 parce qu'il y aura trois bras longs du chromosome 21, sachant que les bras courts des acrocentriques, entre guillemets, ils ne servent à rien. Tout à fait, Nour, exactement. Donc, quelqu'un qui a la translocation 21-21, un porteur sain, le risque de trisomie 21, il est de 100% parce que malheureusement, il ne va pouvoir produire qu'un seul type de gamète constitué de chromosome 21 avec deux bras longs. Tout à fait.
Alors, la question de Ahmed, comment un accident mitotique post-zygotique va entraîner une trisomie 21? Qui peut répondre à cette question? En fait, juste après la fécondation, il y a la formation de l'œuf, le zygote. Donc, cet œuf va se diviser en deux cellules, puis en quatre cellules, puis en huit cellules. Alors, si on prend une cellule à ce niveau-là, elle va donner un individu en entier. Par la suite, chaque cellule, elle va se spécialiser pour donner un certain nombre d'organes. Alors, supposons qu'au tout début de la formation du zygote, au stade de division mitotique, les deux cellules vont se diviser. Une cellule, il y a la formation d'une trisomie et l'autre cellule, elle est monosomique. Qu'est-ce qui va se passer? Les cellules monosomiques, les cellules monosomiques qui sont minoritaires, pas minoritaires, mais qui sont plus faibles que les cellules trisomiques parce qu'elles ont moins de contenu génétique, vont être détruites. Et donc, il n'y aura que de la trisomie. Dans ce cas, on aura de la trisomie 21 libre et homogène. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que plus l'accident survient tôt, plus on a moins de chances de retrouver des cellules normales par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Si un peu plus tard, la division mitotique ne se fait pas correctement dans une cellule, qui va donner un certain nombre d'organes, à ce moment-là, on aura une trisomie 21 par mosaïque, parce que dans les autres types cellulaires, la division s'est faite normalement, alors que toutes les cellules qui vont dériver d'une cellule qui a eu un problème de division cellulaire, il y aura de la trisomie. Sachant qu'à chaque fois, les cellules qui vont rester monosomiques, c'est des cellules faibles, et je vous ai expliqué dans le cours que l'organisme, il n'aime pas tout ce qui est faible, et donc il va détruire les cellules qui sont faibles, parce que les cellules qui ont plus de contenu génétique, elles sont plus fortes, et donc elles vont détruire les cellules qui sont plus faibles. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que, Ahmed, j'ai répondu à ta question? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, Khawla pose la question, dans quelle anomalie le karyotype des parents est indispensable, à part la translocation dans la trisomie 21?
Exactement, Myriam, tout à fait. À chaque fois qu'on a une anomalie de structure, il faut demander le karyotype des parents devant toute anomalie de structure et pas tout le temps, Ahmed. On ne va pas le demander tout le temps. On a une trisomie libre et homogène, on ne va pas demander le karyotype des parents. Maintenant, si j'ai deux trisomies 21 libres et homogènes qui surviennent chez un couple, à ce moment-là, il faut se poser des questions. Mais en général, la règle que je vous demande de retenir, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une anomalie de structure, les karyotypes des parents est important, est obligatoire. Alors, Ayman pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre demander le karyotype des parents et le karyotype des apparentés, qui peut expliquer la différence entre parents et apparentés? Les parents, c'est les parents géniteurs, c'est les parents qui ont donné naissance à cet enfant. Alors les apparentés, ce sont eux qui ont un lien de parenté avec le cas index, comme les frères et sœurs, par exemple. On les appelle les apparentés. Les tantes et les oncles, ça aussi c'est les apparentés. Les cousins, c'est les apparentés, c'est-à-dire ils ont un lien parental avec le cas index. Par contre, les parents, ce sont les géniteurs du cas index. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, Ayman pose la question, est-ce qu'on demande le karyotype des apparentés lorsqu'on a une anomalie de structure? Alors, le karyotype des apparentés peut être demandé dans deux cas. Par exemple, s'il y a des signes d'appel clinique, c'est-à-dire il y a on va dire, syndrome cri du chat, il y a un retard mental chez le ou la sœur, sans qu'il y ait la dysmorphie caractéristique. À ce moment-là, il est préférable de demander un karyotype chez les apparentés. Parfois, dans le cas de trisomie 21 héréditaire, il y a un cousin qui vient demander quel est son risque d'avoir la trisomie 21, de transmettre pardon, la trisomie 21. À ce moment-là, il faut lui demander un karyotype pour savoir si lui aussi est porteur d'une anomalie de structure ou pas. En général, par exemple, dans le cri du chat, s'il y a des signes d'appel clinique qu'on demande chez les apparentés, s'il n'y a pas de signe d'appel, si les parents ont les moyens, on le demande quand même parce que parfois on peut avoir des lésions cryptiques qui peuvent passer inaperçues. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Alors, Sheima, je ne peux pas te répondre parce que c'est votre décanat qui décide, hein. D'habitude, je faisais, en tout cas dans la fac publique, la génétique partie dans la note finale. La médecine interne, c'est 40%, la génétique, c'est 40%, et 20% pour l'immunopathologie. C'est pas des modifications apparemment dans votre université. Alors, je ne sais pas quelle sera la part de participation dans la note finale. Quel que soit, normalement, quel que soit le nombre de questions, c'est une pondération par rapport à 40%. L'année dernière, l'année dernière c'était en fait 10 questions. Alors, le contraire de quoi, Dia? J'ai pas compris. Eh ben, le pourcentage, vous pouvez aller dans le cahier de normes pédagogiques et normalement, ce qui est dicté par le ministère, c'est 40%, 40%, 20% pour l'humanopathe. Maintenant, il faut voir le cahier de normes pédagogiques chez vous. Normalement, il ne doit pas se faire, il faut respecter ce qui a été programmé par le ministère. Là, je peux pas, là, je peux pas répondre. En tout cas, c'est une pondération. Nous, par exemple, en public, je peux poser 5 questions, mais ça vaudra à 40% de la note. Comme je peux poser 20 questions et ça vaudra à 40% de la note. C'est la pondération en fait. C'est la note de génétique est égale à 40%. La note de médecine interne est égale à 40% et la note d'immunologie est égale à 20%, quel que soit le nombre de questions. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe dans votre faculté. Sincèrement, je ne sais pas. Mais revenez, ce que je vous demande, c'est de revenir sur le cahier de normes pédagogiques et demander. Non, en général, non. Il y a pas de TD dans la génétique parce que c'est pas inscrit dans les normes pédagogiques, dans le cahier de normes pédagogiques, non. Dans le programme qui était prévu par le ministère. Alors, il y a une question, pourquoi la trisomie 21 cause une stérilité chez le garçon et pas chez la fille? Alors Dia, je ne sais pas, quelqu'un m'avait dit par mail, m'avait informé qu'il y a encore une autre matière qui s'appelle la pharmaco, qui fait partie aussi de ce module-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, pour revenir à la question, pourquoi le garçon trisomique 21 est stérile et la fille pas? Tout à fait, les réponses sont là. C'est parce qu'en fait, la trisomie 21, elle provoque une sclérose au niveau des testicules qui fait que la production des spermatozoïdes n'est pas bonne. Alors, ça, c'est la règle générale. En fait, chez le trisomique 21, il est très difficile d'avoir des enfants. Mais
Dans la littérature, il y en a qui ont pu avoir spontanément des enfants, c'est rare, mais ça existe. C'est pour cela que je vous dis, en règle générale, à retenir, chez le garçon stérile, la fille, elle n'est pas stérile. Mais il y a quelques cas de grossesse issus d'hommes trisomiques 21. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, probablement, il y aura des cas cliniques, oui. Je ne sais pas, sincèrement, parce qu'on m'a pas donné le nombre de questions préparées, mais sûrement il y aura un petit cas clinique, oui. De rien, Shaima. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est connecté. Alors, Dia, il y a beaucoup de livres de génétique qui sont intéressants, mais qui sont un peu plus difficiles.
pour vous en tant qu'étudiant en médecine. Alors, si j'ai quelque chose à vous proposer, c'est le livre de génétique médicale de l'association francophone, l'association des généticiens francophones. C'est ce qu'on appelle communément livre rouge de génétique. Il est très simple à votre niveau, hein. Les notions sont plus simples, plus explicites. De rien, de rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors les autres, est-ce que vous avez des questions?
Alors, si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais vous souhaiter un très bon courage pour vos examens. Alors, avez-vous une idée quand est-ce que l'examen aura lieu, s'il vous plaît? Très bien, alors je vous demanderai si vous avez des renseignements par rapport à la date d'examen, de m'informer, comme ça je prépare les questions à l'avance. Aussi, si vous avez des informations par rapport à la pondération de la note et la participation génétique, parce que ça va influencer les questions d'examen. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de belles choses. Merci pour votre attention. Je reste quand même connectée au cas où s'il y a une personne qui se rappelle une question qui a besoin de la poser.
You are currently the only person in this conference.